Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine chez Otto Bernard Fiat à Charleville-Mézières sur la zone de la Croisette et on va faire un petit tour avec la Fiat 500e. Alors c'est un modèle qui est sorti en 2020. Pourquoi est-ce qu'on va s'y intéresser encore aujourd'hui? Tout simplement parce que on est en 2024, il va y avoir beaucoup de citadines qui vont sortir cette année. Je pense que c'est un bon moment pour refaire un petit tour avec et voir si elle vaut toujours le coup aujourd'hui parce que au final, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup des comme elle encore. C'est parti! Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors après un tout petit tour avec la Fiat 500e, on arrive ici, je m'arrête à la Guinguette Arena, c'est le stade de basket de Charleville-Mézières, avec les Flammes Carolo qui jouent ici, qui sont d'ailleurs pas mal placés, surtout pour les femmes. On va faire un petit tour de cette Fiat 500e, alors c'est la édition Prima, finition Prima, batterie 42 kW, et en plus c'est la 3+1, puisqu'il y a trois types de carrosserie dans la Fiat 500. On a le cabriolet, la normale, deux places, et, enfin deux portes, pardon, et puis la 2+1, donc deux portes 3+1, pardon, puisqu'on a trois portes sur le côté plus le coffre. On appelle la 3+1. Donc on va commencer par faire un petit tour esthétique de l'extérieur. Bon, ça va être vite fait, parce qu'au final c'est une Fiat 500. Encore une fois, c'est un modèle de 2020, donc on l'a déjà vu plusieurs fois sur nos routes, et assez souvent sur nos routes, et on la voit encore. Mais c'est vrai que la 500 électrique, elle est plutôt intéressante parce qu'elle a des petites particularités esthétiques qui sont assez chouettes pour moi. Et en plus là, on a une configuration, les amis, un petit rose métallisé comme ça, avec une sellerie intérieure blanche du plus bel effet. Toujours est-il qu'on va commencer par faire un petit tour de la face. Alors moi j'aime beaucoup ce gabarit, voiture un peu petite, une petite citadine, mais qui a beaucoup de charme. On voit beaucoup d'éléments esthétiques, comme ici, le capot qui est ici avec le phare qui est coupé en deux. Je trouve sympa d'avoir cette petite paupière sur le dessus, cet œil ici, et puis le clignotant qui se trouve ici aussi, et le bon mélange entre la carrosserie et les feux, qui sont super esthétiques. Sur la face avant, fatalement, on oublie les ouvertures, on est sur une électrique, pas de refroidissement à part un petit peu en dessous, comme d'habitude, pour l'entrée qui va traverser le moteur et le pack batterie. Mais on oublie le Fiat. Ici, on est vraiment sur la 500, et donc du coup, on a un gros 500, on n'a pas un petit logo Fiat sur le devant. Encore une fois, on va passer assez rapidement, puisque cette voiture, on la connaît. Donc, on va avancer, surtout que c'est plutôt l'intérieur qui va nous intéresser pour cette finition, et de voir si, au final, si elle est toujours intéressante. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? On a des jantes, j'aime bien, les jantes, moi, qui sont noires, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais noires avec des petites parties chromées, moi j'aime beaucoup. Et je trouve que ça lui donne beaucoup de charme. Et j'aime beaucoup aussi, sur le côté ici, le petit aileron ici. On a un petit aileron. Alors, est-ce que c'est purement esthétique ou est-ce que ça donne un petit côté aérodynamique? Sûrement peut-être un tout petit peu des deux. On va pas, surtout qu'en fait, on a l'aile qui est bien galbée ici. Donc l'air doit bien passer entre les deux. Et alors, j'aime beaucoup ce petit clignotant comme ça, qui a un petit effet transparent dedans. C'est très chouette. Bon, après, le côté, pas grand-chose à dire. La 500, classique, si ce n'est que il y a une chose que moi j'aime bien, alors les poignées, moi j'aime beaucoup les poignées, et ici, pareil, on n'a pas de poignée mécanique, enfin on en a une, mais elle se trouve par en dessous. Et ce que je trouve plutôt sympa, c'est que, vous voyez ici, c'est un espèce de cache plastique, et c'est plutôt chouette parce que ça veut dire que si, à force dans le temps, on est arrivé à rayer cette partie-là, ce qui arrive souvent, et bien là en fait on voit que c'est une partie qui peut se changer facilement. Et donc ça c'est plutôt sympathique de se dire que si jamais à un moment donné elle est trop abîmée, ça sera plus facile de la changer que de repeindre la carrosserie. L'arrière là par contre on est plus classique. C'est vrai que là on est sur une 500, tout ce qui est plus normal. Là d'ailleurs on retrouve le Fiat, le logo Fiat, et puis le petit 500e. Là où ça sera intéressant, on le verra quand on ouvrira la voiture juste après, mais c'est ici qu'on a le 3+1, donc du coup la portière conducteur, la portière passager, et ici une mini portière antagoniste qui va s'ouvrir du coup en sens inverse et qui permettra l'accès plus facile aux passagers.
mais on verra ça juste après. Pour l'instant, on va en profiter qu'on soit derrière pour ouvrir le coffre et regarder un petit peu à l'intérieur parce qu'on s'en doute, hein, sur une Fiat 500, bah, on aura peu d'espace. Et effectivement, quand on ouvre le coffre, vous voyez, bah, on a une très mini, alors on se demande même à quoi elle sert vraiment, mais moi je la trouve mignonne, je trouve ça rigolo la petite plage arrière. Alors ce qu'il faut aussi noter, c'est cette grande ouverture du coup, vraiment tout le coffre s'ouvre, ce qui fait que finalement, bah, même moi de 1m81, je touche pas la porte du coffre, et en plus ça permet d'avoir beaucoup d'accessibilité au niveau du coffre et de l'espace, et même la hauteur de charge est plutôt intéressante. Alors si on regarde à l'intérieur du coffre, donc on n'a pas un très très grand coffre, par contre, vous voyez ici on a souvent un double fond, mais ici on n'a pas de double fond parce qu'on a des petits appareils sûrement liés à la batterie, mais du coup, hop là, impossible de ranger quoi que ce soit, on ne peut pas ranger les câbles à l'intérieur, ce qui fait que du coup on est obligé de les laisser dans le coffre. Alors c'est encore pire, c'est-à-dire que même les appareils, le petit appareil anti-crevaison ou le gonfleur, etc., doivent se trouver dans une pochette dans le coffre parce que finalement il n'y a pas la place de les mettre. Alors on trouve aussi, hein, on va faire le tour, on trouve un chargeur normal, hein, qui est fourni avec la voiture, et on trouve un sac avec un chargeur T2 pour les bornes rapides, à savoir que pour les bornes rapides, non pas pour les bornes rapides, pour les bornes de ville. Et ce câble T2 lui est en option. Hop. Alors on va tout de suite regarder peut-être l'espace en abaissant les sièges pour voir un petit peu la taille que l'on a. Donc vous voyez, je baisse, hop, les sièges. Bien sûr, hop, il faut que j'avance pour baisser, et malheureusement il s'abaisse pas plus que ça. Alors je retire vite fait la petite plage et vous voyez, on ne peut pas l'abaisser plus que ça. Mais en même temps, on va le voir, hein, vous voyez déjà, on a des sièges blancs d'une extrême qualité, qui sont en cuir d'ailleurs, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Mais vous voyez qu'on est en pente, donc ça pourrait être un inconvénient, et en même temps, bah, ça peut quand même être pratique parce que finalement si vous posez des choses, hop, je vais prendre par exemple ce sac et que vous le mettez dans le coffre, et ben au moins ça sera plus facile que s'il est à plat tout au fond. Parce que finalement c'est pas une voiture qui est faite pour charger énormément de choses, elle est surtout là pour de la praticité et pour de la vie citadine. Alors habituellement on fait les places arrière par le côté conducteur. Ici, je vais plutôt, on va commencer par les places arrière aussi, mais cette fois je vais attaquer par le côté passager parce que c'est ici qu'on a notre portière supplémentaire, enfin notre demi-portière antagoniste qui va nous permettre de pouvoir rentrer plus facilement. Donc on va utiliser cette porte pour pouvoir vous montrer l'arrière. Donc on ouvre tout simplement et on a une poignée qui est directement accessible ici très facilement, et il suffit de la tirer et d'ouvrir. Et on a vraiment un tout petit élément qui se tire comme ça, mais qui nous permet d'avoir un espace pour pouvoir rentrer un peu plus grand. Et donc là, on peut tout simplement tirer le siège et très facilement, je rentre m'installer à l'intérieur. Alors, le siège avant est calibré à peu près pour ma hauteur à moi, pour ma taille à moi. Et hop, fallait s'en douter, hein, c'est une Fiat 500. Donc on va pas lui demander énormément, mais je me sens un petit peu quand même engoncé et un petit peu à l'étroit. Je ferai pas des longs voyages comme ça. Hop, je me libère un petit peu et puis on va regarder un petit peu cette arrière. Alors, je vais me pousser du coup un petit peu vers le fond et vous montrer déjà, on va en parler tout à l'heure à l'avant, mais regardez ces sièges qui sont superbes, magnifiques. On a du vrai cuir ici, avec le logo Fiat. Alors on est sur la finition Prima, hein, c'est la plus haute finition chez Fiat, sur les 500. Et ces sièges sont vraiment magnifiques. Et vraiment d'avoir du vrai cuir, bah, c'est vrai que ça change quand même un petit peu. Là, c'est très qualitatif. On les verra à l'avant parce qu'ils sont vraiment très chouettes aussi. Mais au final, c'est la seule chose qu'on a à dire sur l'arrière, parce que finalement, bah, on n'a rien d'autre. On n'a pas de prise USB, on n'a pas de choses comme ça. Et on a juste des petites pochettes sur les sièges arrière ici pour ranger. Mais c'est tout ce qu'on a à dire sur cet espace arrière, qui est de toute façon pas un espace qui doit être beaucoup utilisé pour transporter des passagers, à part de jeunes enfants de temps en temps. Hop.
Alors maintenant, on va passer au côté conducteur et s'atteler à l'intérieur du poste de conduite. Donc sur cette finition, la Prima, on a vraiment un très bel intérieur. Surtout que dans cette configuration qu'on a ici, on a avec cet intérieur clair, eh ben, c'est vraiment magnifique. On va commencer par la portière. Alors la portière, on a aussi le cuir blanc ici, du vrai cuir, hein. Du vrai cuir, ça c'est agréable. Et puis bon, le reste c'est du plastique, mais c'est vrai que les formes sont plutôt sympathiques quand même. Alors au niveau rangement, on a des petits espaces ici, et puis quelques boutons. Alors les quelques boutons, ici on voit qu'on a un petit bouton. Ce bouton permet d'ouvrir la portière quand on est à l'intérieur. Alors on n'a pas de petite poignée, et on peut se dire que c'est électrique, donc ça peut quand même être un inconvénient. Alors, eh ben, on a quand même une poignée de porte au cas où, qui se trouve ici. Donc on a un petit bouton qui est intégré finalement dans le vide-poche ici, mais dans l'idée, ce bouton, il est là que par sécurité, au cas où l'électronique ne fonctionnerait pas et qu'on n'arriverait pas à ouvrir avec le petit bouton, bah, on dispose quand même d'une poignée. Cette poignée, elle est discrète, on ne la voit pas. Personnellement, je suis assez fan de ce petit bouton qui au final, bah, c'est simple, hein, on appuie dessus, on n'est pas obligé de tirer une petite languette. Moi, je trouve ça moderne et honnêtement, c'est la première fois que je vois ça sur une voiture. Encore une fois, je ne connaissais pas la 500 avant de... C'est la première fois que je teste une 500 et que je rentre même dans une 500, personnellement. On va aller un peu plus à l'intérieur et on va commencer par regarder un petit peu ces sièges. Donc, on peut voir qu'on a vraiment une sellerie, mais qui est vraiment magnifique, avec des sièges très confortables et en vrai cuir, hein, qui sont siglés 500 et puis avec des petits Fiat sur l'ensemble du siège, qui sont plutôt agréables, hein, même au toucher. On a aussi le volant, qui a un cerclage de cuir. Et moi, je trouve cet intérieur vraiment, vraiment joli. Alors, nous voilà à l'intérieur de la Fiat 500e, la Prima. Et cet intérieur, il est ce qu'il est, hein, c'est une petite voiture, mais franchement, il est agréable. Alors, on va faire un tour déjà un petit peu de l'esthétique, etc. Mais avant, je vais déjà allumer les écrans. Et en fait, pour allumer les écrans, comme dans beaucoup de voitures finalement, eh ben, il nous suffit d'appuyer sur la pédale de frein et d'appuyer sur le bouton Start. Hop. Alors, il s'avère que là, à ce moment-là, dans beaucoup de voitures, j'ai appuyé sur le bouton démarrer, donc je devrais pouvoir appuyer sur les boutons de la boîte de vitesse pour pouvoir démarrer, mais en fait, à part passer du neutre au P, je ne peux pas démarrer. Et ça, il y a une toute petite astuce, c'est la première fois que je vois ça également, c'est qu'en fait, il faut rappuyer une deuxième fois sur le bouton Start pour pouvoir passer sur le démarrer. C'est sûrement une sécurité. Personnellement, ça me gêne pas du tout. Hop. Bon, du coup, si on rappuie par contre une fois, on n'éteint pas le moteur, on éteint toute la voiture. Je vais rappuyer une fois pour la remettre et vous mettre les écrans durant la présentation. Alors au niveau de l'intérieur, vous voyez ici, on a tout un revêtement sur le dessus, ici, qui est texturé. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est du plastique ou du cuir. J'ai un petit peu, c'est pas du cuir, hein, mais j'ai un petit peu de mal à savoir exactement la texture, mais j'ai l'impression que c'est un plastique, mais un peu mou et texturé. On a une petite baguette plastique autour. Et regardez, c'est assez rigolo. On a un petit 500 qui se trouve derrière l'écran, très discret sur la barre. Ça, je trouve que c'est original. D'ailleurs, c'est pas la seule parce que regardez aussi dans la portière, on a un petit Made in Torino avec une petite Fiat 500 ancienne version qui est dessinée. C'est des petits détails hein, qu'on a retrouvés sur d'autres voitures qui sont un peu typées comme ça, comme la Lady Buzz par exemple, où il y a plein de petits comme ça Easter eggs qu'on retrouve un peu partout. Hein. Ici aussi, comme on va le voir, on a aussi un petit dessin de ville, et ici ça sera le chargeur à induction. Bref, et on dispose du coup d'un écran central qui personnellement moi je l'aime pas mal parce que il est bien visible, il est bien centré, c'est plutôt agréable, avec à côté un deuxième écran dans sa longueur. Je trouve ça aussi c'est plutôt chouette. Bon, il flique un peu parce que c'est comme ça avec les appareils photo, mais il est normal hein, dans la réalité. Bref, je trouve ça plutôt agréable, en tout cas au niveau de l'esthétique et du confort visuel au niveau des écrans. Si on s'attarde du côté conducteur au niveau des boutons, on a tous les réglages du phare sur la partie basse à gauche, et puis
On a les commodos, réglage des phares, et puis de l'autre côté, hop là, les essuie-glaces. Ça c'est classique, enfin beaucoup de choses vont être classiques. Et on a ici, sur ce côté-là, le menu pour aller dans l'écran, le système de téléphone, et puis de l'autre côté, tout ce qui est régulateur de vitesse et line assist, etc. Parce que, pareil, dans cette version-là, on a le régulateur adaptatif de vitesse et tout ce qui concerne l'assistance de conduite de niveau 2. On va peut-être regarder vite fait, tant qu'on est là, au niveau de l'interface de l'écran, qui se trouve ici. Moi, je le trouve sympa, je le trouve très visuel. Je vais démarrer la voiture, hop, pour qu'on ait, hop, et je me mets en D peut-être pour enlever, voilà. Ici, on voit l'écran de la voiture. Et moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, avec les petits boutons qui sont ici, vous voyez, hop, je me mets, clac, on a accès à des menus et on peut facilement se promener à l'intérieur et pouvoir changer, ne serait-ce que l'écran du milieu. Alors là, par exemple, on a le driver assist, donc ça veut dire qu'on va avoir les informations si on dépasse les lignes, etc. Et puis, on en a d'autres comme l'info du véhicule, la musique. On a le GPS, alors c'est sympa. On a la carte complète qui va s'afficher au milieu de l'écran. Et voilà, comme ici. Et là, je trouve que c'est vraiment chouette de l'avoir en écran central. C'est pas souvent sur des petites voitures qu'on a ce genre de choses. Des petites alertes, des informations. Et puis, on a le réglage du véhicule. Et là, dans les réglages du véhicule, on a écran. Et en fait, vous voyez en dessous, on a la température, l'odomètre, hein, qui sont les kilomètres qu'on a utilisés, et puis, hop, je vais essayer de vous mettre la mise au point, hop, et puis l'heure. En fait, ces trois paramètres, on peut les changer. On peut y mettre d'autres... bon, je ne vais pas vous le faire ici, hop là, je vais quitter plutôt, hop. Mais, hop, sachez qu'on peut y mettre... je vais revenir sur mon écran central, hop là, clac, voilà. Mais sachez qu'à la place des petites informations, on peut y mettre d'autres informations. Ah oui, il y a aussi plusieurs niveaux ici. Vous voyez des petits points bleus. Et en fait, en bougeant avec les boutons, j'ai deux options d'affichage pour le compteur central. Toujours est-il que ces trois petites informations, comme je vous disais, on peut les changer et mettre d'autres. Si on a envie de mettre l'odomètre plutôt par là, l'heure par là, ou d'autres petits paramètres, on peut le faire. C'est la seule chose qu'on peut vraiment changer, à part ces petits menus de cartes, etc. Mais au final, je trouve ça vraiment déjà sympa d'avoir les cartes, etc. On va finir le tour esthétique. Alors, vous remarquez aussi dans cet intérieur, le ciel de toit qui est vraiment tout blanc. Alors, on a un superbe toit vitré, qui est vraiment agréable, hein. Ça donne beaucoup de luminosité. Alors déjà qu'on a un intérieur qui est blanc, donc le fait d'avoir en plus un toit ouvrant, mais avec un ciel de toit blanc, cet intérieur est vraiment lumineux, c'est très agréable. On a aussi, regardez, hop, un petit filet qui peut se mettre. Du coup, c'est agréable pour le soleil. Et comme il est blanc, ça donne encore quand même beaucoup de clarté à l'intérieur. Cette voiture est magnifique, j'adore la finition. Alors, si on s'attarde et qu'on reste un petit peu sur le plafond, bon, on a les petits micros pour le téléphone, on a la petite lumière, et puis comme souvent maintenant, hein, on a le SOS et l'assist au cas où on ait un souci. D'ailleurs, vous avez noté que même le rétroviseur, il est blanc. C'est plutôt joli et c'est plutôt chouette. Concernant la console centrale, donc je vous ai parlé rapidement de cet écran magnifique, que j'aime beaucoup en longueur comme ça. Je trouve ça chouette cette dimension parce que ça permet de pouvoir afficher beaucoup plus d'informations, mais ça on va y revenir un peu plus tard. En dessous, on a des aérateurs. Alors je trouve sympa qu'on en a 4, hein, vous voyez, on en a 2 aux extrémités et puis 2 au milieu. Je trouve ça sympa, des fois dans les petites voitures on a tendance à en avoir un seul. Là je trouve sympathique d'en avoir 2. Comme ça peut permettre vraiment d'avoir plus de flux et pouvoir mieux régler aussi pour le passager ou le conducteur ses desiderata. Ensuite, en dessous, on a une petite série de boutons pour la clim. Alors, on peut régler plusieurs choses, hein, les trucs basiques. Mais pareil, je trouve que c'est agréable d'avoir les boutons. Au final, on voit très bien vite fait avec les petits pictogrammes. Et on a vraiment un bouton par action, hein. Souvent, on a parfois un bouton qui sert à 2-3 actions, hein, comme ici, par exemple, pour que l'air arrive par le bas, par le milieu ou par le dessus. Souvent c'est un seul bouton avec 3 positions. Et bien ici on a 3 boutons dédiés. Je trouve ça sympa d'avoir cet ensemble là. En dessous on a le chargeur à induction, hein, comme je vous disais avec le petit easter egg de la petite ville. Alors on a un USB qui se trouve ici. Alors ça fait un petit appendice, hein.
Ça fait un peu bizarre, on a l'impression qu'on le rajoute parce que finalement dans l'esthétique de cette bouche, on se demande ce qu'il fait là. Il semble un petit objet rajouté. Dans les faits en plus, bah, il est pas vraiment utile parce qu'on a le chargeur à induction. Bon alors pour ceux qui n'ont pas le chargeur à l'induction sur leur téléphone, ça peut l'être, mais maintenant c'est quand même de plus en plus rare. Mais sinon, je rappelle la voiture, enfin je rappelle pas, je le dis, l'Apple CarPlay et l'Android Auto sont Bluetooth, donc sans fil sur la voiture. Et ça c'est plutôt chouette parce que du coup on n'a pas de câbles qui peuvent traîner. On est directement dans la voiture et connecté à nos applications favorites. On continue en dessous, et alors là, moi j'aime bien les nouvelles boîtes de vitesse qui sont maintenant sur les voitures automatiques et particulièrement sur les électriques du coup, puisqu'elles sont toutes automatiques forcément. On a une série de boutons, et là je trouve sympa c'est vraiment très bien intégré. Pareil, très simple d'utilisation, à portée de main. Ça j'aime beaucoup. Franchement, j'adore vraiment les boîtes de vitesse, enfin les sélecteurs de vitesse maintenant. Comment ils sont intégrés, parce que chaque constructeur fait son intégration un peu comme il le veut, beaucoup plus facilement avant quand il y avait un levier de vitesse, et du coup ça donne des esthétismes assez jolis, et là je trouve qu'il est plutôt bien intégré comme n'importe quel bouton, et surtout bien dans le prolongement de la console centrale. On a un petit espace ici, alors d'un premier abord on pourrait se dire c'est dommage, on n'a rien, on aurait pu avoir un vide-poche ou quoi que ce soit, mais ça permet de pouvoir poser n'importe quel type de sac, notamment des grands sacs qui iraient directement à cet endroit-là, ou même son petit sac à dos. Et donc je trouve plutôt sympa l'idée d'avoir laissé cet espace. On a quand même du coup, hop là, la possibilité ici d'avoir un porte-gobelet qui est un peu caché, hop, comme ça. Bah, c'est vrai qu'au final le porte-gobelet est toujours pas forcément utile, à part pour y mettre quelques crasses. Et ben au final là il est bien caché, et puis on garde cet espace pour poser son sac. Si on continue sur cette petite console, cette mini console au final, bon, on a un accoudoir, pareil, tout gainé de cuir, avec un petit rangement assez profond, juste ce qu'il faut. Alors il est aussi un petit peu réglable pour pouvoir l'avancer ou le reculer. On se retrouve ici avec un petit tiroir coulissant où pareil, on peut y poser, vous voyez, une petite bouteille. Il est aussi profond, donc si on met une bouteille de 50 centilitres, on peut encore et toujours fermer ce petit espace. Alors on remarque aussi qu'on a un USB et un USB-C, pratique. Si on doit vraiment recharger son téléphone, on peut se dire qu'on le met ici, comme ça on gêne personne. Et à côté, on a une prise allume-cigare. Et alors vous remarquez qu'il y a une petite clé dessus. Alors je me demandais ce que c'était, et en fait si on regarde à l'intérieur ici, vous voyez qu'on a aussi un pictogramme de clé. Sûrement si la pile de la clé est un peu faible, il suffirait de poser la clé ici pour avoir le démarrage de la voiture. Hop, on remonte et on a ici 2-3 boutons, tout simple et très simple. On a le volume ici, hop là, de l'autoradio. Et il suffit d'appuyer pour mettre le mute ou l'éteindre. Et ici, de ce côté-ci, on a un sélecteur de mode de conduite. Bon, on a le frein parking qui se trouve au milieu, mais on a le sélecteur de mode. Alors, on va en profiter pour parler rapidement du sélecteur de mode, même si on regardera. Mais on a 3 modes de conduite dans la voiture. On a le mode Sherpa, le mode normal et le mode range. Alors, on a vraiment des différences, des fois, les modes de conduite, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est une variation de puissance au niveau de la pédale. Ici, on a quand même un petit peu plus que ça, et les 3 modes sont vraiment très bien définis. Le mode Sherpa, c'est un mode dégradé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rouler moins vite, on sera maximum limité à 80 km/h, on ne pourra pas aller au-dessus, et on aura une baisse de puissance de la voiture, mais vraiment conséquente. Le but, c'est vraiment, si on est en mode Sherpa, c'est d'économiser la batterie au maximum et de rouler. Ça coupera aussi plein d'éléments de la clim qui seront réactivables. Si on y va et qu'on appuie sur le bouton, ça s'activera quand même. Mais de base, dans ce mode, tout se coupe dès qu'on le met en place. Le mode normal, rien à dire de spécial. On roule classique, etc. Et le mode range, alors là, le mode range active l'e-pédale, et du coup avec l'e-pédale va nous donner le mode de régénération. Donc c'est là qu'on va pouvoir, et ça c'est sympa parce que cette voiture, c'est vrai que
ne l'ai pas dit non plus encore, mais elle dispose de l'e-pédale et c'est en mode range qu'elle s'active. Elle est d'ailleurs aussi sur le mode Sherpa, hein, bien sûr, puisque ça permet des économies sur l'énergie et c'est ce que le mode Sherpa recommande. C'est pour ça que le mode Sherpa existe. Donc il est aussi sur le mode range et ce mode range permet d'avoir toute la puissance de la voiture mais avec le e-pédale et donc il va freiner et pouvoir jouer avec la pédale et c'est vraiment super agréable l'e-pédale en ville. Donc pour ce genre de petite voiture, l'e-pédale est quasi indispensable et c'est super, cette voiture là, elle l'a. Alors je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Vous voyez ici sur l'écran, j'ai le mode range qui apparaît ici, c'est ici que j'en vois le mode. Et si je descends du coup sur le bouton, ici, on peut le sélectionner avec le bouton. Mais en fait, vous voyez, je clique comme ça, et regardez bien, ça donne absolument rien. Et oui, il faut appuyer et rester appuyé pour que le mode s'active ici. Il faut prendre le pli de bien appuyer sur le bouton et de maintenir pour pouvoir accéder vraiment et pouvoir changer son mode de conduite. Une petite chose que je ne vous ai pas parlé, ça m'a fait penser quand on a parlé du volume ici sur la console centrale, c'est que cette voiture, elle est faite pour la ville et elle est faite pour le fun et l'amusement. Donc elle est très bien équipée au niveau audio. Franchement, la qualité du son est pas mauvaise. Mais il y a aussi plusieurs contrôles. Et regardez ici derrière le volant, on a des petits boutons ici. Alors, ce n'est pas des palettes au volant intégrées dans celui-ci. Non, c'est tout simplement les contrôles de l'autoradio et on en a un de chaque côté. On a une petite boule et puis deux boutons en haut et en bas. Donc d'un côté, on va pouvoir monter le volume et le baisser et muter en appuyant sur la petite boule. Et de l'autre côté, on va pouvoir sélectionner sa source de musique. Et puis pareil, la petite boule sert à muter. Je trouve ça très pratique parce que finalement, quand on conduit, eh ben, sans même regarder quoi que ce soit ou sans même venir en bas pour changer le volume, ici, on peut très facilement avoir un accès tactilement, sans quitter la route des yeux, à tous les contrôles de l'autoradio. Et puis, finalement, celui qui se trouve sur la console centrale, il va plus servir au passager si celui-ci a besoin de toucher ou de régler lui-même le volume. Voilà, on va rentrer regarder un petit peu plus près l'interface et l'écran central. Et puis, je crois qu'on aura fini un petit peu près le tour de la voiture. Alors on est dans le groupe maintenant Stellantis, mais on n'a pas l'interface qu'on retrouve sur les Citroën et sur les Opel et sur les Peugeot. On a une interface encore un peu spécifique, même si on a aussi des petits widgets, etc. Mais moi je le trouve très très simple et très pratique. Le fait déjà qu'il soit très allongé permet d'avoir des menus sur le côté très faciles. Hop là, je suis il y a un petit peu de mal, pourtant je le trouvais très réactif tout à l'heure, mais voilà, j'ai peut-être été un peu vite, mais enfin, toujours est-il qu'on a accès à beaucoup de fonctions très très rapidement. Les médias, la climatisation, la navigation, hein, le téléphone, et puis le véhicule avec les préférences électriques et les réglages complets du véhicule. En haut, on a une barre qui ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette barre? Ici, tout simplement, on a, là c'est coupé, hop là, je le réactive. D'ailleurs, vous voyez, ça s'est mis en action, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais on a des réglages de clim très rapides, hop, où on peut régler la température, mais aussi on peut activer ou non le siège chauffant parce que la voiture, encore une fois, c'est la Prima, elle est très très bien équipée, full option, et on a les sièges chauffants. À côté, hop là, on a des petites icônes. Hop là, avec des listes d'applications, etc. Et puis ensuite on a des profils. Alors on peut régler un petit peu la voiture pour chacun et comme ça ici on peut changer très facilement et de varier de profils. Bon, on a des notifications, on a la température extérieure et puis l'heure et puis les informations sur ce qu'on écoute ou en un seul petit coup d'œil. De l'autre côté ici, pareil, la possibilité pour le siège chauffant, mais du côté passager. Donc là, c'est lui qui le règle, donc du coup, ça se trouve de son côté. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette interface également? Si ce n'est qu'au final, elle est... je vais couper un peu la clim parce qu'on entend quand même fort. Hop, comment je coupe ça? Avec le bouton off ici. Voilà. Voilà, on est coupé. Cette interface, je la trouve claire, simple. On a toutes les infos. Alors, on va juste aller faire un petit tour dans le véhicule. Et dans le véhicule,
on va regarder hop là, les possibilités de voiture électrique. Alors ici, c'est le seul endroit, j'ai noté, où on pouvait voir la consommation instantanée en kilowatts, aussi bien du moteur que de la climatisation. Alors ça, je trouve ça sympa, le fait de pouvoir dissocier un petit peu les deux et de voir les deux un petit peu de ce que ça consomme en direct, en roulant. Et donc on peut voir aussi bien au niveau du moteur que de la climatisation. Et en plus, c'est vraiment de l'instantané parce que ça bouge vraiment très rapidement, comme on va peut-être le voir juste après. Et donc c'est le seul moyen parce que finalement cette info on ne la retrouve pas sur l'écran central. J'ai regardé un petit peu tous les menus, je n'ai pas réussi à le trouver. Donc c'est seulement si on est ici qu'on peut le voir. Après encore une fois c'est vrai que bon, moi j'aime bien le voir tout le temps, mais c'est pas forcément nécessaire parce qu'au final c'est vrai qu'on connaît vite la voiture et on sait à peu près dans quelle ordre de grandeur on se trouve. On a un historique, on a des horaires et puis on a un paramètre de recharge où on peut voir un petit peu la capacité de la batterie et pouvoir faire quelques niveaux de réglage. Voilà, on a fait le tour un petit peu de la voiture. On va retourner tranquillement vers la concession. Je vais vous montrer 2-3 trucs en roulant sur la voiture si on arrive bien à filmer à l'intérieur. Et puis on fera un petit point sur la recharge et les capacités de batterie de la voiture. Et puis on fera notre conclusion. Alors on est au volant là, on retourne vers la concession de Fiat de Charleville-Mézières et l'Auto Bernard. Et je voulais vous montrer un petit peu notamment le régulateur de vitesse. Alors regardez ici, donc ici c'est ici que ça se passe. Et vous voyez sur l'écran par exemple, je vais appuyer sur le 7 et je vais mettre hop 7. Et là par exemple j'ai réglé à 38. Je vais monter hop là à 45. Et donc j'ai monté à 45 et vous voyez que sur le compteur, du coup, il a noté comme ça. Je trouve ça l'affichage assez sympa. Et en haut ici, vous avez le Line Assist qui s'est mis en marche. Et regardez, je trouve qu'il est vraiment assez efficace parce que si je lâche un peu le volant, regardez, on est sur une ligne droite. Et vous pouvez voir que il corrige assez bien et il suit vraiment plutôt bien les voies. Franchement, je suis assez surpris par. Alors, il me dit, regardez sur l'écran. Hop là, c'est raté, mais il me disait de garder les mains sur le volant. Et là, je trouve que du coup, c'est plutôt agréable et ça fonctionne plutôt bien. Alors, je voulais vous montrer un petit peu l'interface aussi. Dans l'interface, donc, je change. Hop. Et là, par exemple, je prends cette option ici. Et donc, c'est une autre vue qui permet de voir. Donc, si j'ai le volant d'afficher, c'est que le Line Assist est actif. Et on a les deux lignes vertes qui montrent bien que la voiture, elle est bien campée au milieu des deux. Et vous voyez, on voit les petits mouvements du volant. Et regardez, là, il nous met le message comme quoi il faut bien garder les mains sur le volant. Mais franchement, il fonctionne plutôt bien. Et donc là, on voit le régulateur de vitesse. Alors sur cette vue-ci, le régulateur, on le voit ici. Franchement, sur la version de base, hein, que je remets, hop là. Il est où? Il est là. Franchement, je trouve que la manière de noter le régulateur de vitesse est vraiment très chouette et plutôt agréable. Alors, je vais en profiter pour changer les modes. Donc là, vous avez regardé peut-être sur l'écran, comme on l'a vu. Là, on est en mode range. Hein, c'est marqué en haut à droite, le mode range. Et donc ici, sur la petite palette, je vais appuyer longuement. Hop. Et je vais pouvoir passer à range ou à Sherpa. Alors, par exemple, on va s'amuser, tiens. Là, on est sur une portion limitée à 110. Je me mets à 110. Et je vais mettre en mode Sherpa sur... hop là, je me suis mis en mode Sherpa. Et... override conducteur au-dessus de la limite en mode Sherpa. Alors c'est marrant parce que du coup, il nous met le mode Sherpa, il met qu'on doit baisser le km/h, mais comme on est en régulateur de vitesse, bah finalement, par contre si je coupe le régulateur de vitesse, voilà, j'ai coupé, regardez, il descend automatiquement, hop, et si je réaccélère, voilà, je ne peux pas monter à plus de 80. Donc là, je suis bloqué à 80, impossible de monter plus haut. Alors, on n'a pas fait de point sur les batteries et sur la recharge de la voiture. Alors, pour les batteries, sur celle-ci, hein, qui est encore une fois la Prima Full Option, on a une batterie de 42 kW pour une autonomie, du coup, on va dire vraiment autour de 300 km.
Il existe quand même une batterie plus petite en appel d'offres qui est à 24 kW. Et alors là, du coup, fatalement, on est plus sur les 200 km d'autonomie. Concernant la recharge, alors la recharge rapide, on a le combo CCS et puis la charge AC normale. En charge AC, comme traditionnellement, on est à 11 kW. Et du coup, pour la recharge rapide, on va être à 80 pour la recharge rapide sur cette version-ci. Et puis, on va être à 50 par contre sur la petite batterie. Alors, 80, vous allez me dire, bon, le 50, on n'en parle pas sur la petite batterie, mais 80, vous allez me dire, ça va peut-être être un petit peu juste au niveau de la recharge, surtout par rapport maintenant à des voitures où on voit 150 ou 200. Ouais, mais rappelez-vous quand même qu'elle n'a qu'une batterie de 42 kW. Donc au final, on est à peu près à l'équivalent de recharge si on avait une voiture beaucoup plus grosse batterie. Donc on va recharger de 0 à 80 en une quarantaine de minutes, donc ce qui veut dire qu'en fait on fait le 20-80 en une 20-25 minutes, quoi. Donc voilà pour ces systèmes de recharge. Ah oui, je ne vous ai pas précisé, la voiture elle a une puissance, parce que du coup on a parlé de la capacité batterie et puis de la puissance de recharge, mais la voiture a une puissance, pour en tout cas cette version aussi, de 118 chevaux. C'est largement suffisant parce que c'est quand même une voiture qui est principalement dédiée à la ville, rappelons-le. Nous voilà de retour chez Otto Bernard Fiat à Charleville-Mézières, qui est situé juste entre Citroën et DS sur la zone de la Croisette. Et puis on est venu avec la Fiat 3+1 qu'on vous a présentée aujourd'hui, mais on voit ici qu'il y a la décapotable aussi dans une autre couleur, hein, un petit vert métallisé. Et puis on a aussi la Fiat 500e Abarth, où on a quelques signes distinctifs, hein, comme le scorpion qu'on peut voir sur le côté. Elle est pas mal en blanc, hein, elle a aussi des pare-chocs qui sont un peu différents, beaucoup plus bodybuildés forcément, c'est une version sportive. Mais donc nous on est venu pour faire le bilan de notre petite Abarth 3+1, la Prima, et on va nous faire donc un petit bilan dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait en citadine électrique, à l'heure actuelle on n'a pas encore beaucoup de choix et franchement elle est pas mal. Elle est efficace, elle est belle, elle a plein de petits atouts charme qui sont plutôt sympathiques. Après, il faut voir ce que ça va donner dans le temps, mais pour un modèle de 2020, même si dans le segment il y aura plein de futures citadines qui arriveront, je suis sûr qu'elle y trouvera sa place et qu'elle pourra y rester encore un petit moment. Alors après, je ne vous ai pas parlé du prix. Le prix, alors pour cette version-ci, on est à 42 000 €. Alors je vous précise que c'est les prix hors bonus, hein. On est à 42 000 € sur celle-ci, mais elle est vraiment full équipée, avec en plus des options supplémentaires comme le câble de recharge ou la peinture, ou cette peinture métallisée qui est du plus bel effet. Je ne vous parle pas de l'intérieur clair qui est superbe. Et sinon, la Fiat 500e commence avec la petite batterie en premier prix à autour des 30 000 €. Alors je vous parle tout ça hors bonus parce qu'il faut savoir que chez Fiat, c'est plutôt sympa, ils proposent le bonus 7 000 € à tout le monde. Donc même si vous avez le bonus 5 000 ou moins, de toute façon chez Fiat c'est remise 7 000 € d'office pour tout le monde. C'est plutôt sympa, du coup ça amène celle-ci à 7 000 € de moins, donc plus autour des 35 000. Et puis la premier prix ça l'amène à 23 000 €. Le positionnement tarifaire, faut avouer quand même, on a du vrai cuir à l'intérieur, on voit que c'est soigné esthétiquement tout ça, donc elle n'est pas donnée, mais elle n'est pas non plus si chère que ça.